Bonjour Nicolas. Salut Alexandra. Ravie de te retrouver pour ce premier podcast. On est hyper contents que tu sois le premier moi aussi. À expérimenter ce podcast qui va être dédié à recevoir plein d'entrepreneurs, plein de décideurs et de mieux connaître. L'idée, c'est vraiment d'être dans un podcast où on va être dans l'honnêteté, la sincérité et surtout mieux découvrir les facettes, j'ai envie de dire, derrière la vie d'entrepreneur, de décideur. Okay. Pour démarrer, j'aimerais bien que tu te présentes. Dis-nous un peu qui tu es et ce que tu as fait. Moi, je m'appelle Nicolas. Mon nom de famille, c'est Belnou. J'ai bientôt 50 ans. Je suis le papa de 2 enfants. Je suis marié également. Et je suis entrepreneur depuis maintenant beaucoup d'années. Je crois que je les compte plus trop, mais oui, ça fait plus de 20 ans, 20-25 ans à peu près. Et justement, quand ça fait aussi longtemps qu'on s'est lancé, est-ce qu'il y a une vie en dehors du business qui tu es à côté du business? Non, mais c'est une vraie question. Honnêtement, est-ce qu'il y a une vie à côté du business? J'ai envie de dire, j'essaye d'avoir une vie à côté du business, mais c'est très compliqué. Parce qu'en fait, faut pas confondre le temps passé à faire autre chose et le temps de disponibilité. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et donc, on peut faire d'autres choses, évidemment, mais du sport, être avec ses enfants, sa famille, évidemment des amis, bien sûr. Mais il y a toujours une partie de moi qui est quand même... elle est tout le temps connectée. En fait, mais je pense que c'est propre aux entrepreneurs, je suis obsédé par ce que je fais. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas fait aboutir ce que je veux, je suis à 150% dedans et je n'arrive pas à m'en extraire. Ouais. J'essaye, je lutte, mais je suis littéralement hyper passionné par ce que je fais et je suis à 150% focus. Oui, moi qui te connais un peu, je peux attester que c'est vrai. C'est quoi son parcours, justement? Tu parlais de 20 ans. C'est quoi ce parcours? Comment tu as commencé, en fait, l'entrepreneuriat? C'est arrivé comment? En fait, j'ai l'impression que j'ai toujours baigné dedans depuis très jeune. Quand j'étais gamin, mes parents, à un moment donné, ont changé de vie. Complètement, et ils sont devenus, enfin mon père en l'occurrence est devenu commerçant, tout simplement. Et à partir de 14 ans, comme tous les enfants de commerçants, on commence à tenir la caisse, on commence à recevoir des clients, on commence à faire les vitrines, et moi je me suis vraiment pris de passion en fait pour ça. C'est-à-dire que je trouvais que c'était assez extraordinaire. Il y a des gens qui viennent, ils t'achètent des produits, tu leur vends, tu remplis un tiroir caisse. Je trouvais que c'était génial. J'adorais passer mes week-ends quand la boutique était fermée, à refaire les vitrines. Je trouvais que c'était extraordinaire. Et en fait, j'ai l'impression que ça m'a mis dans un espèce de cycle. Le commerçant, c'est le plus grand entrepreneur. Pour le coup, c'est tout le temps. Alors, moi, je fais quand même le distinguo. Pour moi, il y a le commerçant, il y a l'entrepreneur. Oui. C'est 2 choses pour moi différentes. C'est quand même une vie d'entreprise que tu dois... Exactement. Et tu vis en fonction Exactement. de ça. Exactement. Et moi, j'ai trouvé vraiment que c'était assez formidable. Et donc, j'ai grandi là-dedans. Ouais. Et assez naturellement, ça s'enclenche. En fait. Mais en fait, tu t'en rends pas compte. Tu dis pas un jour, je deviens entrepreneur. Bien sûr. En fait, c'est quelque chose d'hyper naturel qui se met en place. Après, j'ai des petits projets, évidemment, à droite, à gauche, mais mon premier vrai grand projet, c'est avec l'un de mes premiers associés qui s'appelle Tancred. Ouais. Et on a commencé c'était vraiment au tout début, je crois que Facebook devait avoir 2 ans, 1 an, enfin 2, et on a commencé à construire quelque chose pour accompagner les grandes marques dans leur transition technologique. Finalement, un petit peu ce qui se passe avec l'IA. Tout à fait. Aujourd'hui. Ouais. Nous, on avait vécu cette première période. Et puis là-dessus, on a commencé à tricoter. Après, j'ai remonté une boîte, on produisait du MVP pour des startups européennes. Entre deux, tu investis dans d'autres boîtes, tu accompagnes d'autres boîtes. Et puis, à un moment donné, quand j'ai arrêté ces activités-là, je me suis vraiment posé et je me suis dit, OK, maintenant que tu as entrepris ce que tu voulais, à peu près à la manière et au rythme et à l'intensité que tu envisageais, tu as envie de faire quoi en fait? Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai quitté WheezyJob, donc la société où on produisait du MVP, j'étais pas mal invité par des incubateurs, des choses comme ça. Et voilà, ils voulaient que je parle de mon expérience, de ma manière de voir la croissance, l'hypercroissance, parce que je sortais vraiment de ça. Je sortais, mais j'étais rincé. Okay. C'était vraiment de la folie furieuse.
En combien de temps ça avait été aussi vite? On avait créé ça en 2012. En 2018, 17-18, je sors. Je sors d'une machine à laver qui a tourné en mode essorage pendant 7 ans, quoi. Donc, c'est d'une violence psychologique, physique de dingue. Avec une croissance aussi interne. De dingue. Une croissance de dingue. Tu commences à 2, t'es à combien en 2018? Je commence tout seul, après je travaillais déjà avec la personne qui devenait mon associé, après 2, après 3, après 5, après 10, après 30, après 50. Donc en fait, ça ne s'arrête pas. C'est ça aussi qui est fatigant, c'est que finalement, c'est plus du tout la même philosophie d'entreprise quand tu démarres tout seul ou à 2 et que tu es 50 au bout de... tu vois 50, même plus, mais c'est pas le même business, c'est pas la même manière, c'est pas les mêmes problématiques, c'est pas les mêmes enjeux, tu vois. Et au bout de plusieurs années comme ça, je sors de là, je suis rincé. Je suis écœuré aussi. Ah ouais, je suis Pourquoi je suis écœuré du business parce que c'est assez bizarre. Quand je me lance en fait dans le business, j'ai toujours ce côté un petit peu, je veux créer de l'emploi, je veux contribuer à mon niveau, à l'économie régionale, nationale. Bref, je veux servir à quelque chose. Donc sur le papier, c'est réussi dans cette expérience-là. Oui, c'est largement réussi. Mais après, tu te rends compte que tu intègres l'humain. Ouais. Et là où j'ai découvert quelque chose, alors que ça me paraît d'une évidence absolue quelques années plus tard, c'est que quand tu intègres des gens, salariés, des collaborateurs, des collaboratrices, si tu veux, ils n'ont pas du tout le même ADN que toi. Eux, ils viennent pour un job. Tu vois, moi, je me levais, c'était pour ma vie. Alors, c'est peut-être pas forcément bien, d'ailleurs, attention. Hein, mais moi, je jouais un petit peu ma vie à chaque fois. J'étais à fond, quoi, vraiment. C'est pas la même valeur, c'est pas la même... non, c'est pas, pas la même raison de se lever le matin. Exactement. Alors moi, des fois, je les voyais comme ça, quitter le job vers 17, 18 heures, machin. Je les regardais, je disais rien, parce qu'au fond de moi, je peux pas les obliger, évidemment. Bien sûr. À un moment donné... mais au fond de moi, je me disais, putain, tu me trahis. Bon, puis après, voilà, les choses se font. Et donc, du coup, j'étais accompagné, j'étais invité par des incubateurs. J'ai commencé à pitcher auprès des startups. Les startups ont vraiment aimé ma manière de faire, d'aborder en fait le business. Mais moi, j'étais assez interpellé par la faiblesse du niveau de mes interlocuteurs. À quel niveau? Compétences. Compétences, c'est-à-dire que les gars, j'ai rien contre les incubateurs. De toute façon, les incubateurs, il n'y en aurait pas. On dirait qu'il en faudrait. Et il y en a, on dit qu'ils ne servent à rien. Donc, c'est toujours assez compliqué. Mais j'ai envie de dire que les incubateurs, pour moi, c'est un peu comme les chambres de commerce d'industrie moderne, quoi. Voilà, on a remis une couche de tech là-dessus. Mais finalement, c'est les mêmes gars. Les gars qui vont conseiller des startups, ils ont rarement monté des boîtes. C'est vrai que c'est rare. Ça peut arriver. Mais généralement, ces gars-là ou ces filles-là, ils restent 1 an, puis après ils se barrent, ils repartent sur un. S'ils l'avaient fait, ils ne seraient sûrement pas là. Exactement. Donc du coup, je me suis dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Puis moi, c'était une période, c'était 2019-2020, je commençais un peu à m'ennuyer. Et je me dis, bon, allez, on y va. Et puis à l'époque, le marché bougeait un petit peu. On allait rentrer dans le confinement. Et puis là, j'ai eu le nez parce que je monte donc Ben of Brothers en janvier 2020 et 3 mois plus tard, c'est le confinement. Je me suis dit, j'étais inspiré sur ce coup-là. Oui, comme beaucoup. Hein. Tu sais, je crois que personne ne l'a vu venir. Hein. Exactement. Non, donc voilà. Et depuis maintenant 2020, on accompagne des startups. On est très impliqué dans l'éducation. Enfin, on fait beaucoup de choses, mais on construit step by step. C'est-à-dire que moi, j'ai pris une grande leçon de ma dernière boîte, EasyJob. C'est que quand tu es plus jeune, tu as un peu ce culte de l'hypercroissance. En disant, ouais, si je suis pas dans l'hypercroissance, si je suis pas dans une boîte, une fucking boîte, en fait, j'ai un peu raté ma vie d'entrepreneur. Donc, en fait, dans mon esprit, il fallait aller vite, fallait aller très, très vite. Et puis finalement, tu te dis que tu vas très très vite, mais le problème c'est que tu ne poses pas les bonnes fondations. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu grandis très vite, donc tu es un peu what the fuck dans l'univers. Mais ça peut vite exploser aussi. Quoi. Exactement. Ouais. Mais le moindre coup de vent, tout est déstabilisé. Bien sûr. Et ça, c'est épuisant. Et donc, sur ce deuxième projet, je me suis dit, j'y vais cool. Je mets des fondations. J'ai pas vocation à recruter 15, 20, 30, 50 personnes. J'y vais step by step. Il y a un vrai business model derrière. Il y en a même plusieurs. Et
Et les choses vont se faire au fur et à mesure. Et à un moment donné, quand les choses doivent se faire, elles se font. Ouais. Voilà. Mais même, j'ai même envie de dire, en fait, tu t'es servi de ta première expérience pour accompagner d'autres. Oui, plusieurs, ouais, complètement. De tes expériences pour accompagner d'autres en Mais disant, t'es obligé. attention, moi j'ai vécu ça, je vais vous accompagner, je vais vous expliquer comment faire. Exactement. Et je crois que c'est à chaque fois, il y a des processus, il y a des étapes par lesquelles tu dois passer. Et si tu passes pas par ces étapes-là, en fait, je pense que tu es hyper fragile. Mais tu t'en rends pas compte. Ouais. Parce que comme tu es absorbé par cette espèce de vanity metrics qui te dit « Ouais, t'as vu, je suis vachement bon, ma boîte, elle est comme ça. Regarde, ce mois-ci, j'ai encore recruté 10 personnes, 15 personnes. » Donc, tu te sens un peu intouchable. Bien sûr. Mais en fait, tu es hyper fragile. Et quand tu le découvres, bah souvent, c'est trop tard. Et ça arrive à beaucoup c'est ce que j'allais d'entreprises. dire. Tu vois, mais moi, on me l'avait dit hein, quand j'étais en hypercroissance. Ouais. On me l'avait dit. On m'avait dit, fais attention Nicolas, contrôle ta croissance, fais attention, contrôle ta trésor. Moi, je disais, vas-y, c'est bien, je suis en train de faire une putain de performance. Ouais, qu'est-ce que tu viens m'apprendre ? Qu'est-ce que tu viens m'emmerder, machin. Et résultat des courses, avec le recul, ils avaient 100% raison. Donc aujourd'hui, j'y vais step by step. Je cherche pas à être le champion intersidéral de je sais pas quel écosystème. Je fais mon truc, à mon niveau, à mon rythme. Et fort est de constater que je crois qu'on est en train de réussir notre pari. Non, mais enfin, merci en tout cas pour ce parcours, parce qu'on a dévié un peu, mais il est hyper enrichissant. Et en plus, il apporte aussi un début de réponse sur d'autres choses que je voulais voir avec toi, qui sont justement les défis et les difficultés que rencontrent les entrepreneurs. Donc là, tu es en plein dedans. Mais si on commence, on a entendu certaines limites, j'ai envie de dire. Mais déjà, c'est quoi, toi, tes défis que tu te lances au quotidien ? Me lever. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Me coucher, dormir à peu près correctement. Non, mais en fait, c'est assez bizarre. Mais moi, ça fait tellement longtemps que je fais ça que c'est peut-être un peu pompeux ce que je vais dire, mais je le pense sincèrement parce que je le vis comme ça. Je pense que ce que je fais quotidiennement, il y a peut-être des gens qui doivent se dire « Waouh, mais c'est super, il est proactif. » Mais pour moi, c'est juste une vitesse de croisière, en fait. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je fais les choses qui doivent être faites, point. Et j'essaie de le faire le mieux possible. C'est tout. Ce qui est intéressant, j'y pense, là, tu as 20 ans d'entrepreneuriat. Est-ce que tu as vu une évolution aussi obligatoire, j'imagine, de par les outils, tout ce qu'on veut. Mais est-ce que tu as vu un changement aussi de mentalité chez les entrepreneurs, chez les dirigeants, par rapport à celui d'il y a 20 ans ? Oh oui, il y a beaucoup de changements, mais je crois que le plus grand changement, c'est que quand j'ai commencé, il y avait quand même une espèce de cloisonnement entre l'univers corporate, des gens dans des grosses boîtes, on va dire les salariés, etc., et de l'autre côté, les entrepreneurs. C'était deux espèces qui se côtoyaient, mais finalement qui s'ignoraient un petit peu. Je trouve qu'aujourd'hui, on peut basculer beaucoup plus facilement. Un coup, je suis salarié, je deviens entrepreneur. Un coup, je suis entrepreneur, je redeviens salarié, pour toutes les raisons du monde. Parce que des fois, on pense que l'entrepreneur, il va redevenir salarié parce que, je ne sais pas, sa boîte a planté, par exemple. Mais non, on peut devenir salarié parce qu'en fait, on en a marre. Ouais. Par exemple, c'est souvent ce que je dis aux gens quand ils me disent « Ouais, quand tu es entrepreneur, tu es libre. » T'es libre de quoi, en fait ? Celui qui est libre aujourd'hui, c'est le salarié. Hein. On va pas se mentir. Alors moi, c'est mon expérience à moi. Pour le coup, moi, j'ai commencé par l'entrepreneuriat à la sortie des études. Et moi, je le dis, et c'est que au fond de moi, je ne devais pas être réellement tant entrepreneur que ça. Car quand je suis devenue salariée, je dis depuis, je dors la nuit. Voilà. Je dors la nuit parce que je n'ai pas pensé à comment je vais payer les factures, quel est l'axe vers lequel je dois aller demain, comment je vais payer mes salariés à la fin du mois, comment je vais les nourrir, comment je vais les faire grandir, comment je vais éviter qu'ils partent ailleurs en prenant mon idée. Enfin, les gens ne se rendent pas compte, mais moi, pour accompagner pas mal de jeunes, quand ils me disent je vais être entrepreneur, je rigole. Et c'est pas méchant, et c'est pas de l'ironie. Je rigole parce qu'ils n'ont aucune idée, justement, de toutes les difficultés ou le mindset que tu dois avoir. Et peu de gens, pour moi, l'ont, et l'ont pour de vrai. Ouais, je pense que c'est une espèce de chemin, de chemin de vie. Mais en tout cas, je pense. Mais d'ailleurs, pour ça, j'ai écrit un bouquin. On n'est pas entrepreneur, on le devient. C'est-à-dire que
Voilà, ce que je reproche aussi un petit peu aux gens. Déjà, moi, je trouve qu'on confond freelance, entrepreneur Ah oui, ça n'a rien à voir. et dirigeant d'entreprise ou chef d'entreprise. Bien sûr. Pour moi, c'est 3 univers qui n'ont strictement rien à voir. Pour moi, le freelance, il a une compétence, il la met à disposition. Entre guillemets, il va vendre du temps, mais il va vendre une compétence. Et plus il est compétent et plus là, sa compétence est rare, plus il peut se vendre cher, ce qui est plutôt logique. Ensuite, il y a le chef d'entreprise. C'est vraiment celui qui va avoir des équipes. C'est le super manager qui est propriétaire en tout ou partie de son entreprise. Mais il a plutôt le profil du manager. Et puis après, il y a cette espèce de truc au milieu qu'on a du mal à définir, c'est l'entrepreneur. Cette espèce de fou dingue qui se dit j'ai envie de quelque chose, j'ai une vision, je ne sais pas si ça va marcher ou pas, mais j'ai suffisamment entre guillemets, de courage, d'inconscience de le faire. Voilà. Et on va voir combien de temps ça va prendre. Mais ce que je dis très souvent, encore une fois, c'est que nous, on est dans des écosystèmes où les gens... comment dirais-je en fait, quand on entreprend, il faut plus se poser la question de qu'est-ce que tu es prêt à perdre. Et pas se poser la question qu'est-ce que tu veux gagner. Exactement. Parce que ce que tu es prêt à gagner, peut-être que tu vas gagner, mais c'est pas sûr. Par contre, ce que tu vas perdre, c'est sûr que tu vas le perdre. En tout cas, il y a beaucoup plus de chances que tu le perdes. Donc du coup, il faut vraiment partir du principe que l'échec, c'est la règle et la réussite, c'est l'exception. Et quand tu le vis comme ça, en fait, tu es vachement plus zen. Tu es plus aligné, en tout cas, par rapport à ce choix-là. Exactement. Et il faut vraiment avoir conscience de ça. Ouais. Mais aujourd'hui, non, quand tu es salarié, tu es vachement plus libre. Regarde, tu as un patron qui te fait chier, une patronne qui te fait chier. Tu te casses. Ah, mais complètement. Tu files ta dème. Tu es hyper libre. Tu t'en vas. Tu t'entends pas avec tes collègues. Tu t'en vas. Je sais pas, quelque chose te plaît pas. Tu t'en vas. Tu as une meilleure offre ailleurs. Tu t'en vas. Non, mais on est Moi, j'adorais que l'entrepreneur ou chef d'entreprise arrive un matin, puis il dit à ses équipes « Bon, écoutez, je peux plus vous blairer. Donc, voilà ma démission. Allez, salut les gars. » Ça existe nulle part. Bah, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, finalement, qui est libre là-dedans ? Voilà, parce que les gens, quand on parle entreprise, on parle entrepreneurship, ils ont cette notion de liberté, parce que c'est vrai que l'entrepreneur, il va être aux commandes de ses décisions. C'est lui qui va insuffler le mouvement. Ok, super. Mais c'est pas ça la liberté. Ben non, c'est pas le fait de pouvoir te lever à 10h le lundi parce que tu as voulu faire la fête la veille, quoi. Exactement. Parce qu'en général, il se lève pas à 10h. Non, en général, non. C'est enfin, il peut, mais... On se lève à 10h moins le quart. Non, mais on se lève beaucoup plus tôt. Mais c'est même pas une histoire de se lever tôt ou se coucher tard. C'est pas ça. L'autre fois, il y a une personne qui me pose la question et elle me dit mais tu travailles combien d'heures par jour ? Je le calcule pas. Mais en fait, je suis incapable de le dire. Tu le calcules pas. Je me pose même pas la question comme ça. Parce que comme on disait tout à l'heure, peut-être que tu travailles pas derrière l'ordi ou sur le papier ou quoi que ce soit, mais ça travaille tout le temps en fait. Ça travaille tout le temps. Et ce qui est aussi, je sais pas si c'est inquiétant, mais il faut avoir en tête, c'est qu'on est toujours préoccupé. Je connais pas un entrepreneur qui est serein. Non. Réellement. Non, je suis d'accord. Tu peux pas couper. Pour ça que souvent, je vois des personnes qui me parlent un peu des entrepreneurs de manière un peu dédaigneuse. Ouais, ils s'en mettent plein les poches, tu sais, un peu les trucs de LFI et compagnie. Mais je crois que les gars, ils se rendent pas compte de la performance que ça représente. Bien sûr. Et quand on voit des gars, c'est pas Xavier Niel, qui pour moi est quand même assez extraordinaire. Des Xavier Niel, il nous en faudrait énormément en fait dans ce pays. Des gens comme Elon Musk... et même des entrepreneurs à un niveau en dessous, mais qui sont des super entrepreneurs. Mais on ne se rend pas compte de la charge de travail, de la charge mentale. Évidemment. On y laisse des années de vie. Et ça, on ne le dit pas assez. Parce que pour beaucoup de gens, l'entrepreneuriat, c'est un peu comme ces tocards sur les réseaux sociaux qui vont t'expliquer que le SMIC est à 10 000 balles. Oui, non, mais ça n'a aucun intérêt de toute façon. Mais ça impacte énormément de jeunes. Mais ça impacte cette génération, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une génération qui pense que c'est facile, c'est une génération qui pense que vas-y, je vais sur TikTok. Et qui pense que l'argent est facile aussi. Que l'argent est facile, que vas-y, je vais sur TikTok, je vais faire 2-3 reels et puis ça y est, c'est parti, le business est lancé. Mais c'est pas ça. Moi, je dis souvent, le business, il se fait pas à la lumière. Le business, il se fait dans l'ombre. Le business, il se fait à l'abri des regards, il se fait dans une espèce de... Alors, une souffrance, oui, peut-être un peu judéo-chrétien, mais en tout cas, il se fait vraiment dans une hyper-concentration. Voilà. Et quand tu es dans la lumière, c'est juste un passage. C'est que un passage. Et après, tu retournes dans l'ombre, et puis tu es un besogneux. Ouais, voilà. Bien sûr. Et
On vient quand même de citer un certain nombre de difficultés rencontrées. Est-ce que tu as déjà pensé à arrêter l'entrepreneuriat? Une fois par semaine. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu n'y vas pas? Parce qu'à l'inverse, je te connais assez pour savoir que quand tu as une idée, tu y vas. Donc, à l'inverse, qu'est-ce qui fait que quand ça te dit « Allez, j'arrête tout », en fait, tu le fais pas? Je ne sais plus vivre autrement. Ouais. Voilà. Tu es animé par ça. Oui. Je ne sais plus vivre autrement. C'est-à-dire que des fois, comme ça, j'ai des espèces de... Je sais pas, de passage à vide, comme beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs, de passage à vide où je vais dire, bon allez, j'arrête, pourquoi tu t'emmerdes, pourquoi tu te gâches la vie, pourquoi. Alors, je vais voir ma femme et je dis, bon allez, là, fin d'année, j'arrête. Et elle rigole. Et elle rigole. Je connaissais la fin, je l'ai vu arriver. Et elle rigole parce qu'elle dit, ah, c'est la période. Voilà, et c'est des périodes, parce que c'est des périodes dures. Mais ça, c'est hyper important parce que, comme on en a déjà discuté ensemble, souvent sur les réseaux, tu vois que le côté paillette de l'entrepreneuriat. C'est extraordinaire, j'ai levé tant, je suis le meilleur, je suis le plus fort, ma morning routine, c'est ça. Enfin, peu importe, on s'en fout. Mais la réalité, c'est qu'il y a des moments durs dans l'entrepreneuriat. Il y a des moments où tu te sens seul parce que, comme tu disais tout à l'heure, en fait, tu te retrouves face à des gens pour qui... Eux, c'est pas leur problème de savoir si tu as bien dormi ou pas bien dormi. Eux, ils veulent juste être payés à la fin du mois. Ils viennent, c'est leur quotidien. Bon, super, ton projet, il me plaît, je suis embarquée avec toi. Ton projet, il me plaît pas, bon, bah, je vais voir ailleurs. Donc ça, c'est une chose. Donc il y a des moments où tu es tout seul face à ces gens-là. Tu as des moments de solitude quand même dans l'entrepreneuriat. Comment on fait? C'est quoi la solution? Enfin, même s'il n'y a sûrement pas de solution miracle, mais toi, en tout cas, tu fais semblant. Nicolas, tu fais comment? Tu fais semblant. Mais qu'est-ce qui te rebooste? C'est quoi qui va te rebooster? Est-ce que c'est Tout passe. Tes moments de blues, ils vont passer. Tes moments de tristesse, ils vont passer. Tes moments de crise, ils vont passer. Tes moments de down, ils vont passer. Tout passe. Donc, en fait, la vraie question, c'est combien de temps tu peux résister à la souffrance? C'est ça. Combien de temps tu peux résister au stress? C'est tout. Mais tout passe. D'ailleurs, quand ça va mal, ça passe. Mais quand ça va bien aussi, ça passe. Tu vois, c'est pour ça que moi, je dis souvent, j'ai énormément de mal à me glorifier de mes succès. Ah bon, bah, je ne te poserai pas cette question-là. Non, j'ai énormément à me glorifier de ça parce que, tu vois, souvent, on dit, ouais, il faut fêter ses victoires, des choses comme ça. Moi, j'y arrive pas. Parce qu'en fait, quand je remporte... Bon, déjà, pour moi, remporter quelque chose, je suis toujours sur l'après. Ouais, et puis c'est subjectif. C'est très, très subjectif, en fait. C'est subjectif de savoir, pour toi, ça ne va pas du tout l'être. Pour quelqu'un d'autre, ça lui serait depuis déjà 3 paliers. Exactement. Pour d'autres, il en faut 4 de plus. Enfin, voilà. Donc, on est d'accord. Exactement. Mais je pense que le point commun des entrepreneurs, ça reste quand même qu'on est fait de feu et d'acier. Et le fait de confronter justement ces moments-là à d'autres entrepreneurs, t'en connais quand même plusieurs, est-ce que quand tu échanges avec eux, est-ce que ça te permet de te sentir moins seul ou est-ce que, honnêtement, c'est bien beau de savoir que les autres vivent la même chose que toi, finalement, c'est toi avec toi-même et ce moment de doute, tu l'auras quand même. En fait, c'est assez difficile. C'est assez difficile d'avoir des discussions avec des entrepreneurs, en fait. Des discussions honnêtes et sincères. Parce que souvent, les entrepreneurs, enfin, j'ai remarqué, ils veulent toujours paraître avec... voilà, ils veulent toujours être bien, quitte parfois à mentir sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils font. Ouais. T'as beaucoup de facettes, quoi. Exactement, mais c'est pas eux, ils se mettent pas dans la logique de dire je vais faire semblant, en fait. Tu vois, ils disent pas c'est de l'auto, je fais du fake. Ouais, exactement. Ouais. Voilà. C'est la fameuse phrase. C'est de l'autostimulation, exactement, en fait. Fake it until you make it, tu vois. C'est ça. Donc, il y a un moment donné, tu vois, si tu es dans un passage à vide qui dure pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, si toi-même tu commences à te dire ah c'est dur, ah c'est compliqué, ben forcément t'envoies un mauvais message à ton cerveau. Alors que quand, même si tu es dans des périodes difficiles et que des gens te disent comment ça va, tu vas dire ça va. Je suis d'accord avec toi, mais le fait d'échanger avec des gens qui font la même chose que toi, alors quand je dis la même chose, là on parle de l'entrepreneur. Non, parce qu'il y a beaucoup de fake. Les gens ne se disent pas. Il faut montrer à l'autre que nous ça va. Non, mais c'est que je crois qu'il faut se le montrer à soi-même, en fait. C'est une espèce de... faut se convaincre. C'est compliqué d'être dans l'authenticité naturelle. Je pense que c'est arrivé, à un certain niveau dans ta carrière, que quand tu as commencé à prendre beaucoup de chocs, que là, véritablement, tu peux peut-être davantage ouvrir les vannes, tu vois.
Mais non, comme ça, c'est difficile. Tu vois, c'est vraiment difficile de dire aux gens j'ai peur. Tu vois. Non, mais on est totalement en phase. La seule chose, c'est que je me dis, autant tu peux pas forcément le dire. Alors, je vais caricaturer un peu, mais au commun des mortels, parce que tu sais que tu vis pas le même quotidien qu'eux. Mais est-ce que tu as un peu cette communauté d'entrepreneurs, on se dit, tiens, on vit la même chose, et donc à lui, je peux lui dire? Non, pas trop. Non, après, moi, je reste quand même quelqu'un assez secret, en fait. C'est-à-dire que je peux partager beaucoup de choses, mais ce qui se passe entre moi et moi, ça reste entre moi et moi. D'accord. En fait. Et j'ai plus tendance à me terrer dans le silence et à vraiment réfléchir à la meilleure trajectoire possible ou à la moins pire possible qu'à vouloir partager ces moments-là. Tu vois ? Et si on rentre un peu dans la vie perso, sans rentrer dans la vie perso, mais comment tu arrives à trouver un équilibre? Est-ce que déjà équilibré, on peut trouver? Et si oui, quel est l'impact que ça a sur ta vie, en fait? Bah, je sais pas trop, parce que j'ai toujours vécu comme ça, quasiment. Ouais. Donc c'est compliqué. T'as pas vraiment connu... Non, un petit peu, mais vraiment à la marge. Ouais. Donc j'ai pas beaucoup de comparaisons. Mais c'est j'ai envie de ta vie perso, c'est adapté aussi à ce mode de vie. Bah, je pense qu'il y a quelque chose, on n'en parle pas suffisamment en tout cas, c'est qu'un entrepreneur, s'il n'a pas autour de lui quelque chose d'hyper stable, qui a parfaitement assimilé les règles de son propre jeu à cet entrepreneur, je pense que s'il n'a pas ça, il implose. Ouais. Il implose parce qu'il ne réussira, il ou elle d'ailleurs, peu importe, mais il ne réussira jamais. Depuis tout à l'heure, on dit mais l'entrepreneur. Oui, exactement. Peu importe. Non, je pense que il faut vraiment avoir un entourage autour de soi qui ait vraiment conscience que ce qu'on est en train de faire, c'est pas évident. Ouais. Attends, maintenant, on casse pas des cailloux toute la journée non plus, faut pas déconner. Non, mais en tout cas, que ce rythme de vie ne va pas être je pars à 8h, chérie, le matin, je rentrerai à 18h30, quoi. Ouais, c'est exactement. C'est pas toujours évident. Alors, c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise qui se séparent, on va pas se mentir, et des divorces. Déjà, en temps normal, il y en a pas mal, déjà. Il y en a déjà. Mais cette catégorie-là, oui. On n'a pas. Je sais pas s'il y a des chiffres qui existent là-dessus, je sais pas. Je crois que c'est un mariage sur 2 qui se termine par un divorce, et je crois en région parisienne c'est 2 sur 3. Bon, à peu près ça va être 2 sur 3 pour les entrepreneurs. Ouais. Donc je pense quand même qu'il faut vraiment avoir conscience que quand on entreprend, son mari ou sa femme, s'il est là, s'ils sont là, ils tiennent vraiment la route. Ouais. Voilà. C'est solide. Comme tu disais, les fondations sont les bonnes. Ah oui, s'ils sont là, parce que c'est facile d'être là quand ça va bien, hein, mais son mari ou sa femme, eux, quand ça va mal, ils sont là. Hein. Ils sont surtout là quand ça va mal, en fait. Donc, il y a beaucoup d'investissements avec un retour sur investissement qui n'est pas forcément toujours là. Donc, il faut quand même le reconnaître. C'est pas évident, je pense, d'être mari ou femme d'entrepreneur. D'être celui qui accompagne l'entrepreneur. Ouais, mais celui qui porte aussi la vie de la famille. Moi, je vais être honnête, ma femme apporte une grande partie de mon équilibre personnel, ça c'est une certitude absolue. Elle porte une grande partie de notre équilibre familial, c'est une certitude. Je veux dire, si elle n'était pas là, ce ne serait pas possible de toute façon. Enfin, je veux dire, j'envisage même pas une seule seconde. Et si elle te disait demain, arrête tout? Elle me le dirait pas. Ouais. Elle me le dirait pas parce qu'elle sait que justement c'est pas possible. C'est pas possible, et puis surtout elle sait avec qui elle est. Ouais. Oui, comme tu l'as dit, t'as pas connu. Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu un avant, un après entrepreneuriat. Toi, t'es né. Enfin, t'es pas né dedans, mais en tout cas, tu l'as fait depuis bien trop longtemps. Je suis comme ça. Donc en fait. Elle sait pourquoi elle a signé, finalement. Maintenant, c'est pas parce que elle a signé pour ça qu'elle doit aussi avoir que les mauvais côtés. Il faut aussi qu'il y ait des bons côtés. Et il y a quand même des bons côtés. Mais parfois. Ouais. Parfois. Donc, il faut vraiment savoir pourquoi on se bat, en fait. Parce que c'est un combat. Hein. Je sais que ça t'arrive pas souvent, mais est-ce qu'il y a des moments où tu arrives à te déconnecter? Non. Pas du tout. Quand je dors, et encore. Tu te déconnectes jamais. Tu te dis, allez, un week-end, je suis avec vous, je suis pas de là-dessus. Si, non. Enfin, je sais pas. C'est-à-dire que si, il y a une intention. Il y a une intention de ma part. Mais en soi, c'est impossible. C'est impossible. Tu vois, c'est quelques personnes qui le savent, mais
Mais c'est vrai que ça m'arrive assez régulièrement de dormir habillé sur le parquet. Ne pas dormir dans mon lit, juste sur le parquet, parce que je trouve qu'à ce moment-là, j'ai besoin de dormir sur un parquet, parce que j'ai trop de choses auxquelles je dois penser et je ne dois pas complètement m'assoupir. D'accord. Et ça m'arrive très régulièrement, sur du parquet, sur un carrelage. Et voilà. Pourquoi le parquet ou le carrelage? Je sais pas, c'est parce que par terre, en fait. Juste par terre. Il ne faudrait pas que ça soit trop moelleux. Non, oui, non mais exactement. Mais des fois, ça va peut-être faire sourire. Mais des fois, ouais, parce que je me dis, comme ça, je vais me lever plus tôt, je vais terminer ces tâches-là. Voilà, alors des fois, j'ai ma petite dernière qui se lève le matin, elle me voit allongée comme ça sur le parquet. Elle me dit, ah, papa, il a encore passé une soirée à réfléchir. Il a réfléchi. Donc voilà. Même si c'est difficile, est-ce que tu pourrais quand même essayer de me trouver une réussite? Bah pour moi, la réussite, c'est avoir une famille. Ouais. Pour moi, elle est là. Parce que ce qu'on fait, c'est cool. Mais fondamentalement, c'est pas important. Tu vois, honnêtement, regarde, tu meurs demain. Il reste quoi? Non mais, tu meurs demain. Il reste quoi concrètement? Tu vois? Il reste pas grand-chose. Donc finalement, ce qui reste, c'est quoi? C'est si tu as des enfants, c'est la manière dont tu les as éduqués. Bien sûr. La manière dont tu les as aimés. C'est le temps de qualité que tu leur as accordé. Enfin, à tes enfants, à ton mari, bien à sûr. ta femme, hein, bien sûr. C'est ça finalement qui reste. Tu vois, tes clients, ils viendront pas à ton enterrement. Hein. Oui, ils feront semblant. Oui, mais déjà s'ils font cet effort-là, ça serait extraordinaire. Mais non, ils viendront pas à ton enterrement. Tes partenaires, ils viendront pas à ton enterrement. Donc finalement, qui est-ce qui sera là? C'est ta famille. Bien sûr. Donc à un moment donné, il faut aussi avoir conscience d'une chose. Et ça, toute la difficulté pour un entrepreneur, c'est à la fois qu'on a pleinement conscience que le plus important pour nous, c'est notre famille. C'est notre raison d'être. En tout cas, moi, c'est la mienne. Oui. Mais en même temps, on est comme des espèces de drogués. Et on a besoin de ce shoot d'adrénaline qui va nous envoyer et se dire ce que je suis en train de faire, tout le monde n'est pas capable de le faire. Ouais, non, mais c'est une évidence. Et moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de sentir que je suis différent. Voilà, ça joue entre moi et moi. Hein. C'est peut-être des névroses, je ne sais pas, mais j'ai besoin de ça. Tu nous as raconté quand même, c'est plus de 20 ans dans l'entrepreneuriat. Au-delà de l'aspect financier, c'est quoi qui te motive au quotidien? Les projets. Les projets. Ouais. C'est de les voir avancer, c'est d'en avoir des nouveaux, c'est de trouver des nouvelles idées, c'est d'impliquer des nouvelles personnes. C'est quoi derrière les projets? C'est faire. C'est faire. C'est faire. Moi, je veux faire. Je veux faire, j'aime faire et je déteste être dépendant des gens pour faire quelque chose. Voilà. C'est vraiment pas une question d'argent. D'ailleurs, Oui, c'est pour ça que je l'ai mis de côté. Hein. Oui, complètement. Mais c'est Elon Musk, d'ailleurs, qui a pris la parole il y a pas très longtemps et qui disait moi, vous pouvez me donner tout le pouvoir du monde et tout l'argent du monde, ça ne m'intéresse pas. Moi, la seule chose que je veux faire, c'est faire. C'est faire. Voilà. Et ben moi, je veux faire aussi. Voilà. C'est la seule chose qui me rend heureux. J'ai pas... Tu vois... moi, avoir une voiture de sport, ça m'intéresse pas. Avoir des montres un peu luxueuses, ça m'intéresse pas. Pourtant, tu arrives à 50 ans, fais attention. Ouais, c'est vrai, il faut que je fasse attention. c'est vrai. Merde, putain, j'ai la pression. Non, mais ça m'intéresse pas. Avoir des vêtements, des beaux vêtements, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, tu remarqueras que j'ai toujours des t-shirts noirs. J'ai toujours à peu près les mêmes types de chaussures, ou bleu marine. Voilà. Non, mais c'est tout simplement parce que je veux pas perdre de temps en fait dans des choix, parce que je m'habille simplement parce que ça me rappelle que la vie est simple. Il faut pas perdre son temps dans des futilités. Il faut rester concentré sur ce qui compte et ce qui est important pour nous. Voilà. Et moi, ce qui me rend heureux, c'est bâtir, c'est faire, c'est imaginer quelque chose et faire que ce quelque chose devienne réalité. C'est tout ce qui m'intéresse dans la vie. Le reste, je m'en moque. Partir en vacances, ça m'intéresse pas. Aller sur un bateau, faire le cacou avec de la musique, ça m'intéresse pas. Non, ça n'a pas d'intérêt. J'entends pas. Tu vois, je pars en vacances avec... souvent, je vais prendre 10 jours à peu près de vacances chaque année. Bon, depuis maintenant 2-3 ans, je prends 3-4 jours aussi à Noël. Mais
j'ai pas de... voilà. Oui, tu pars pas, en tout cas, tu vas pas à l'autre bout du monde. Ça me rend pas heureux. Je suis content d'être avec ma famille, avec mes enfants, d'être disponible pour eux. Ouais. Mais au bout d'un moment, il faut que je reparte à la guerre. Voilà, j'ai besoin de ce shoot d'adrénaline. J'ai besoin de me sentir en instabilité, de savoir si je vais réussir à faire ce que j'ai en tête. Voilà. Nous sommes des drogués. Ouais, c'est ça. D'une certaine manière, on pourrait résumer l'entrepreneur est quand même drogué par son quotidien, par l'envie de faire, d'innover, de faire avancer les choses, de faire avancer les codes. Enfin voilà, c'est tout. On est d'accord. C'est tout. Tu vois. Puis en plus, aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup dans ce que je fais, c'est que comme on accompagne beaucoup de startups chaque jour, tu vois, moi, ce que j'aime aussi, c'est voir ces jeunes qui ont des idées, que ça devienne une réalité, de les accompagner dans leur premier niveau de traction, dans la validation de leur MVP, dans la mise en relation avec des investisseurs. C'est ça que je trouve extraordinaire aussi. Et cette gymnastique intellectuelle de passer de l'un à l'autre. L'autre fois, tu me disais, mais comment tu fais? On déjeunait comme ça. Mais comment tu fais? Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ce shoot. Si je n'ai pas ça, mon cerveau s'endort, en fait. Il doit être maintenu en éveil. Et en fait, ça t'intéresse aussi d'être au contact de cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui arrivent. Et dans l'eau, il y en a quand même des très bons, des très compétents. Et de les rattacher aussi à la recherche d'investisseurs, puisque c'est un peu aussi le métier de Ben & Brothers. Donc, ton objectif, c'est vraiment aussi de les aider. Moi, j'aide. Mais moi, ça a toujours été le fil rouge de mon existence. C'est aider. Ça a toujours été ma création de valeur. Tu es un super intermédiaire. Ouais, je suis un super intermédiaire, je suis un super sparring partner. Ouais, c'est ça. Je suis un super partenaire. Peu importe comment on va l'appeler, mais... Oui, c'est ça, on est d'accord. Mais tu mets en relation deux personnes qui avaient besoin de se rencontrer, mais sans toi, elles n'y seraient pas arrivées. Exactement. En tout cas, pas aussi rapidement. Ou alors ça aurait pris 3 ans, 4 ans, 5 ans, enfin bon, bref, peu importe. Exactement. Et c'est le métier de Ben & Brothers. Nous, on accélère. Bah oui. On permet aux startups, également aux gens dans les grosses boîtes, d'accélérer. Mais attention, pour le coup, tu es quand même très attentif à ce qui rentre et plutôt, t'en fais pas passer beaucoup, quoi. Le nombre d'élus reste quand même... Dans le choix des startups? Ouais. Ah oui, alors là, c'est rien du tout. Non, mais c'est important de le dire aussi. On doit avoir à peu près entre 3500 et 4000 candidatures pour intégrer le Founders Programme de Ben & Brothers. Et on doit en sélectionner une dizaine par an. Voilà. Donc, ça veut dire et ça va être quoi tes critères de sélection? C'est vraiment est-ce que c'est à l'américaine? C'est sur le profil, j'ai envie de dire, de l'entrepreneur, parce que même si c'est pas sur ce projet-là, tu sais que derrière il y a quelqu'un qui mérite d'être accompagné, ou est-ce que c'est quand même au projet et coprojet? C'est une histoire d'amour. Ouais. C'est une rencontre. Pour moi, c'est une rencontre. Ouais. J'adorerais... J'aime beaucoup d'ailleurs les gens qui disent de manière très pragmatique, alors moi, mon choix, ma thèse d'investissement, c'est celle-là, celle-là, celle-là. Mes critères d'investissement sont cela, cela, cela. Moi, j'en ai pas. Ok. Voilà, c'est très au feeling. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, tu tombes amoureux? Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, tu te maries? Tu peux avoir des critères très, très, très objectifs. Je me suis marié parce que mon mari ou ma femme est ponctuel. Okay, super. Bon, c'est très factuel. Et puis, pourquoi tu te maries? Parce que je l'aime, en fait. Et pourquoi tu choisis cette start-up-là? Parce que j'aime ce qu'ils font. Ouais. J'aime ces gars-là, j'aime leur manière de penser, j'aime leur manière d'agir, j'aime leur manière de produire, j'aime leur réactivité, j'aime leur vision, j'aime qui ils sont, j'aime ce qu'ils font. Et sur les 10 là à peu près que tu as sélectionnés, en tout cas pour la dernière session, c'est la moyenne d'âge, ça va être quoi à peu près? C'est entre 23 et 28 ans. Ouais, donc c'est vraiment les jeunes qui arrivent sur le marché. Oui, complètement. Là, j'apprends autre chose. Là, ça y est, et j'en discutais l'autre fois d'ailleurs avec un ou deux d'entre eux. Jusqu'à présent, on accompagnait les startups, mais elles n'étaient jamais sorties. Ouais. Voilà. Et du coup, là, elles commencent à sortir. Et là, en fait, je me rends compte qu'il y a un autre métier maintenant que je dois apprendre. Je l'ai complètement sous-estimé. C'est l'attache affective. Ah oui. De laisser partir. Ah ouais. Ça, c'est assez terrible. J'ai très mal vécu il n'y a pas très, très longtemps.
Et pareil, quand j'avais des grosses équipes, parce que des fois, les grosses équipes, bon, ils ne se reconnaissent pas, ils arrivent, ils sont dans une boîte, on est 5, ils repartent, on est 50. Bon, bah forcément, c'est plus la même boîte. Bah, bien sûr. Donc, ils ont du mal à trouver leur place, ils n'ont peut-être pas forcément réussi à se positionner comme ils l'auraient souhaité, parce que des fois, il y a des gens qui disent « j'étais là avant, donc je vais occuper une position ». C'est ceux qui disent « avant, c'était comme ça ». Exactement. Non, mais parce que je pense aussi qu'ils auraient aimé occuper une position oui, d'évoluer en même temps Exactement. à la vitesse, j'ai envie de dire, de l'entreprise. Quoi. Exactement. Mais nous, voilà, on peut faire des erreurs. Et puis des fois, on considère que telle personne n'a pas le potentiel par rapport au problème auquel on est confronté à un instant T. Tu vois, donc il y a un petit peu ça. Et donc là, les startups, c'est ça. Là, j'arrive à un niveau où ça y est, certains commencent à partir, à avoir moins besoin de nous. Et je sais pas ce qu'on veut dire, moins besoin de moi aussi. Et c'est quelque chose que j'apprends, qui a été un peu désagréable. Et finalement, aujourd'hui, j'aime bien. Enfin, je commence en tout cas à accepter, on va dire ça comme ça. C'est pas évident, hein, cette position, parce que moi, je l'ai connue dans la formation. Quand on est en fin de cycle, tu vois les étudiants partir et tu dis, bah non. Mais reste, et puis, en fait. Eux, ils continuent à évoluer. Et toi, tu te dis, mais pourquoi Mais ils ont encore besoin de moi. Enfin, donc, je comprends tout à fait, en tout cas, cette... Voilà. C'est ça. Donc, il y a une espèce d'attachement. Non. On les sélectionne, c'est des rencontres, c'est des histoires d'amour, avant toute chose. Est-ce que tu crois qu'avec le recul, il y a des choses que tu ferais différemment ? À quel niveau Au niveau de ce parcours. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles, sur des entreprises, sur des projets, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment aujourd'hui ? Rien et tout. Ok. Voilà. Rien parce que le parcours que j'ai, c'est le mien. Il est ce qu'il est. J'ai fait avec les outils que j'avais, la maturité que j'avais. Et... à un moment donné, voilà. Quand je prenais des décisions, pour moi, je considérais que c'était soit les meilleurs, soit les moins pires. Bon, après, évidemment, quand tu as vu le match, tu peux toujours dire oui, peut-être que j'aurais peut-être moins dû m'emballer là, peut-être que j'aurais dû être plus cool à ce moment-là. Mais fondamentalement, après, c'est toujours une question un peu de croyance. Je sais pas si tu étais croyante. Très peu. Mais par contre, je suis très admirative de ceux qui le sont. Ouais. Moi, je suis admirative de ceux qui ne le sont pas. Moi, je suis assez croyant quand même, beaucoup même. Et je pense qu'il y a un chemin. Et que je pense que chaque individu a son propre chemin. Je suis convaincue aussi. Voilà. Et que, alors certains vont appeler ça destin. Oui. Peu importe comment ça s'appelle. On y met bien le mot qu'on veut, on est d'accord. Exactement. Mais moi, je crois beaucoup à un parcours et je crois que chaque étape dans nos vies nous amène vers autre chose. Et finalement, ce que l'on va être, la vie va nous mettre sur la voie pour qu'on devienne, d'une certaine manière. Bien sûr, il faut travailler dur. Bien sûr, il faut être juste, il faut être bon. Pour moi, c'est la base de la chose, être le meilleur être humain possible, évidemment. Si tu es un salopard de première division, bon, bah, ce que tu vas avoir, ça va pas être terrible. Ça va marcher 5 ans. Et encore. Je suis à peu près optimiste pour les salopards. Voilà. Mais il y a un moment donné, je pense que la bonté d'âme est toujours payante. Ouais, moi, je suis tout à fait en phase. C'est juste plus long. Je suis d'accord. Voilà. Aujourd'hui, quand tu accompagnes justement ces jeunes entrepreneurs, est-ce que tu leur donnes des conseils ? Et si oui, c'est lesquels ? Bah oui, on donne plein de conseils sur aller chercher au-delà des conseils qui sont liés au projet en tant que tel et tout ça, est-ce qu'il y a un conseil où tu te dis, bah, tiens, moi, j'aurais bien voulu qu'on me dise ça ? De vie, un petit peu. Oui, bah déjà, piloter sa croissance, son hyper-croissance, ne pas s'emballer, ne pas prendre la grosse tête. Ça, pour moi, faut rester humble, en fait. Ouais. Faut vraiment rester humble parce que la vie va forcément nous ramener à quelque chose de juste, un juste équilibre. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est quand on gagne quelque chose, on perd autre chose. Il y a une espèce d'équilibre des forces comme ça. Et moi, je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est il faut que tu kiffes. Ouais, quoi qu'il arrive. Ça, c'est un super quoi conseil. Qu'il arrive, il faut que tu kiffes. Le jour où tu ne kiffes plus ce que tu fais, pour toutes les raisons du monde, il faut que tu trouves une solution, soit pour retrouver un niveau de kiff qui soit suffisant pour toi, pour te donner du sens. Et puis sinon, tu sors. Tu fais un exit si tu peux, ou t'arrêtes.
Mais ça, si je peux me permettre, ça marche aussi côté salarié. Hein. Oui, sauf qu'on que arrête d'entendre tellement... des gens se plaindre alors que bouge de là, quoi. Oui, bouge de là, mais nous, on a quand même beaucoup de charges mentales. Non, mais bien sûr. Non, mais on est d'accord. Tu vois. Mais et donc, à un moment donné, si on est totalement en face. Tu ne kiffes même plus ce que tu fais, c'est dur. Hein. Non, mais on est d'accord. Arrête. Exactement. Arrête, et le deuxième conseil que je dis, c'est ne sois jamais concentré sur le fait de gagner de l'argent. Ça, je pense que être concentré sur je gagne de l'argent, gagne de l'argent, ça dure jamais très longtemps. Parce que gagner de l'argent, c'est pas un moteur. L'argent, c'est une récompense. L'argent, c'est une conséquence de quelque chose. Mais quand tu regardes les mecs qui sont vachement bons dans ce qu'ils font, quand tu leur poses la question pourquoi tu le fais, il y en a aucun qui va dire je le fais pour le pognon. Ouais. Non, ils vont dire je kiffe ça. Bien sûr, j'ai l'adrénaline. Tout à fait. Ce que je fais, ça a du sens. Peu importe ce que tu fais, tu vois, mais ce qui va faire que tu vas être bon et que tu vas tenir le coup dans l'adversité, c'est parce que tu aimes ce que tu fais. C'est le challenge aussi. Et l'argent, c'est une conséquence. C'est une conséquence. Je suis parfaitement en phase. Et ça, c'est un vrai conseil que je donne aussi. Il faut aussi prendre du temps. C'est-à-dire qu'un business, c'est pas du court terme. Un business, c'est vraiment du moyen et du long terme. C'est un marathon. C'est pas un sprint. C'est d'ailleurs, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, où je ne veux pas dire les noms, parce que bon, déjà, ça ne m'intéresse pas, mais puis je ne les connais pas tous. Mais des fois, j'entends des gens dire « Ouais, moi, je suis... » Bon, c'est un peu caricatural, d'ailleurs, je pense qu'ils... Enfin, bon, bref. Mais je suis millionnaire au bout de 2 ans, au bout de 3 ans. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire millionnaire pour eux. Est-ce que j'ai fait 1 million de chiffre d'affaires? Est-ce que j'ai 1 million de patrimoine? Je ne sais pas trop. Est-ce que j'ai 1 million en liquidité? Je ne sais pas trop. Je crois que non plus, ils savent pas. Ouais, peut-être qu'ils ne savent pas non plus. Mais, et je trouve que mettre l'argent au centre de tout, c'est une erreur. C'est une grande erreur. Parce que l'être humain, il a besoin de se sentir utile. Bien sûr. De servir quelque chose, d'avoir un but, quelque chose qui le dépasse. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, tu déplaces en fait la valeur même qu'est l'entrepreneuriat. Exactement. Si tu mets l'argent au milieu, pour le coup, tu changes complètement la valeur même de la raison pour laquelle tu deviens entrepreneur. Ouais, puis surtout, tu n'y arrives pas. Parce que tu te rends bien compte que gagner de l'argent, si c'est ton seul moteur, c'est difficile. C'est très, très difficile. Bien sûr. Et puis, il faut tenir sur la durée. C'est facile. Enfin, c'est facile. Gagner de l'argent pendant 6 mois, pendant 1 an, tu le fais. Bien sûr. Mais entreprendre, c'est pas faire ça pendant 1 an, puis après, je sais pas quoi. Non, c'est avoir un vrai projet, le dérouler, avoir une vraie vision. Une vision sur le long terme. Une vision sur le long terme. C'est se battre pour que sa vision devienne réaliste. C'est bâtir, c'est construire. Puis c'est emmener les gens aussi avec toi dans cette vision-là. Si tu peux. Si tu peux. Si tu peux. D'accord. Tu vois, c'est pareil. Mais au moins, celui qui va avoir besoin de ton produit ou de ton service, c'est bien d'arriver à l'emmener avec toi. Ouais, exactement. non, mais exactement. Puis c'est... Pour moi, c'est le kiffomètre. Si le kiffomètre, il est à 100%, tu réussiras à faire quelque chose. Si c'est pas ça, tu retrouveras quelque chose qui va te faire kiffer, tu vas recommencer. Le plus important, c'est de ne jamais s'arrêter. C'est quoi la prochaine étape pour toi? D'arrêter. Pour recommencer? Non, mais quand j'ai refondé en 2020 Band of Brothers, je me suis donné à peu près 10 ans. Ok. Voilà. Et... moi, à peu près. Et donc là, il me reste 6 ans à peu près pour faire ce que j'ai à faire. Je pense que dans 6 ans, j'aurai fait le tour de la question. Je pense que quelqu'un après pourra reprendre le flambeau. Voilà. Mais j'ai d'autres projets. Voilà, j'ai envie de me consacrer à d'autres choses plus importantes pour moi. Ok. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter sur tout ce qu'on s'est dit autour de l'entrepreneuriat, de ce parcours, de ce chemin? On a parlé de chemin, j'aime bien le chemin, moi, parce que le chemin, il y a toujours plein de directions possibles et c'est un peu à ça, je trouve, que ressemble la vie d'un entrepreneur. C'est un moment où tu as plein de directions possibles et finalement, laquelle je prends? Alors, moi, j'ai fait du sport à haute intensité, aussi, on dira ça comme ça. Et finalement, c'est à peu près la même chose. Je me rends compte. Alors moi, j'ai boxé. Alors, ça fait maintenant très longtemps que je boxe plus, enfin, un petit peu pour plaisir comme ça, mais j'ai plus la même sensation qu'auparavant. Après, je fais d'autres sports de combat. Tu boxais au niveau, hein? Ouais, je boxais complètement en boxe thaïlandaise et en kickboxing. Ouais.
Bon, je préférais la boxe thaïlandaise, mais j'ai boxé également dans d'autres disciplines. J'ai toujours aimé la boxe, le rapport à la boxe, le rapport aussi à la douleur. Ok. C'est très bizarre de dire. Mais par exemple, pendant très longtemps, j'avais besoin que mon corps soit endolori pour me sentir vivant. J'avais besoin d'avoir mal. D'être dans ce dépassement, en fait. Ouais. J'avais besoin de sentir que j'avais poussé la machine au maximum de ce que je pouvais faire. Et là, j'avais vraiment le sentiment de vivre. Et finalement, je pourrais exactement dire la même chose quand tu entreprends. Tu vois, c'est sortir de sa zone de confort tout le temps, en fait. Ouais, je crois que c'est ça. Essayer de toujours se challenger, de toujours progresser, de toujours aller plus haut à son rythme. Ouais. C'est pas une course, en fait. C'est pas du tout une course. Ça aussi, je crois qu'il faut vraiment faire les choses pour soi. Tu vois, moi, il y a un truc, par exemple, que je dis très souvent, et je me l'applique à moi-même, c'est je regarde jamais ce que font mes concurrents. Au début, je regarde un peu ce qu'ils font, j'ai un référentiel, moi j'appelle ça des muses. Puis après, c'est tout. Je les regarde plus. Tu les regardes pas pour pas t'influencer? C'est hyper déprimant. Ouais. C'est hyper déprimant parce que malheureusement, ce que tu vois, c'est l'extérieur, c'est ce que tes concurrents affichent. C'est pas ce qu'ils sont. Et ça, faut aussi vachement se méfier de ça. C'est un peu, alors pour le coup, je vais te trouver une image qui n'a rien à voir, hein. Mais c'est un peu quand tu sors de la maternité, hein. Moi je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, et que tu regardes les réseaux et tu vois que les gens, au bout d'une semaine, ils sont en train déjà de revivre leur vie, c'est pump it up et tout, et toi tu te dis mais moi je sais pas mettre 3 pas devant moi. Et il y a déjà des nanas qui sont, et c'est exactement pareil en fait. C'est toujours pareil, ce côté de comparaison. En fait, non, si tu grattes, t'inquiète pas, elle vit la même galère que toi. Et j'imagine que c'est exact. Même pire. Ou peut-être même pire, ou peut-être même que ça se passe bien. Mais ça veut pas dire que ça sera vrai dans 2-3 mois. Enfin, peu importe, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où il faut aussi le faire en fonction de toi, comment tu as envie de faire les choses. Et si tu es dans la copie ou dans le plagiat de ce que font les autres, en fait, tu perds ta valeur. Exactement. Donc, du coup, vraiment, je pense qu'il faut vraiment pas regarder ce que font les autres. Faut rester concentré sur sa vision. Faut être intense. Ouais. Ça, faut être intense. Si t'es pas intense, ça passera pas. C'est une certitude. Faut être hyper focus. C'est dur, hein. Ouais, c'est dur. C'est très très dur d'être focus parce qu'il y a ce côté un peu faut être focus. En ce moment, je suis focus. En fait, c'est hyper chiant, hein, d'être focus. Moi, j'ai la chance d'être un bourrin. Alors, c'est une chance et une malchance. La chance, c'est que à partir du moment où un projet a de l'attraction et que je suis capable de prédire la manière dont on va acquérir les clients, la fameuse prédiction, là, je peux t'exécuter et bourriner jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça, c'est ma force. C'est vrai, je le reconnais. Si tu me dis qu'il faut passer 100 appels téléphoniques par jour, je donnerai 100 appels téléphoniques par jour. S'il faut envoyer 10 000 emails, j'enverrai 10 000 emails. S'il faut, je le ferai. Et je le ferai sans me poser une seule question. Parce que ce qui va vraiment, moi, me stimuler, c'est est-ce que je suis capable de sortir ce truc de terre. C'est juste ça. Et assez étrangement, une fois que j'ai bien bourriné, que j'ai bien exécuté et que j'ai la manière dont on acquiert la croissance, ça y est, ça ne m'intéresse plus. Ouais, le projet ne t'intéresse plus. En tout cas, à partir de là, quand il ne m'intéresse plus, c'est que maintenant... Tu peux refiler le bébé à quelqu'un. Exactement. Ouais. Exactement. Et toi, en tout cas, ton périmètre d'action est là où tu es bon. Exactement. C'est fait. Exactement. Ouais. Et moi, je suis un bourrin. Et c'est ça pour moi. Et c'est exactement ça, un entrepreneur. C'est celui qui va faire naître les projets, mais une fois qu'ils sont nés, on peut les confier à d'autres. Exactement. Et c'est là où déléguer te dérangera moins. J'imagine que sur la première période, ça va être compliqué pour toi de demander d'être accompagné parce que tu as envie que ça soit, comme tu dis, que ça serve de terre, et celui qui sait mieux le faire, ça reste toi. Et dans ces moments-là... Des fois, tu sais pas comment ça va se faire. Donc, oui, tu as besoin d'être... Et donc, tu peux pas donner la vision aux autres. Comment veux-tu déléguer quelque chose que toi-même, tu ne maîtrises pas? Exactement. C'est pas possible. Ouais. La seule manière pour toi de déléguer, c'est de comprendre et de maîtriser. Quand il y a des process, il y a une orga qui est faite et tout. Ouais, et puis surtout, si tu délègues quelque chose que tu ne maîtrises pas, tu vas te faire enfumer.
Non, mais bien C'est sûr. une certitude. Et Parce puis que tu refiles en fait un sale cadeau à l'autre parce qu'en fait, c'est pas délégué. mais C'est non, lui refiler tu refiles la merde, quoi. Exactement, tu refiles la merde, tu dis bah, comme j'y arrive pas, fais-le. C'est Et ça. puis si tu n'y arrives pas, c'est toi qui seras mauvais. Ah, il est Alors, mauvais, lui, il n'y a pas. Exactement. Non, moi je suis vraiment un bourrin où tu me dis de faire ça. Enfin, tu me dis, personne ne me le dit d'ailleurs, je le fais, Tu le j'ai fais. pas besoin qu'on me le dise. Donc je le fais, je l'exécute jusqu'à ce que mort s'en suive. Et une fois qu'on a la bonne tendance et la bonne direction, hop, Tu peux sortir du projet, c'est c'est fait. pas sortir du projet, Non, mais mais tu t'attaques à un autre niveau dans le C'est projet. ça. Tu vois, c'est vraiment ça c'est ce qu'il faut pour entreprendre. Et moi, souvent, souvent, on me dit, mais il faut combien de temps pour savoir si une personne est faite pour entreprendre ou pas? C'est quelques secondes. Quelques secondes. C'est une manière de penser. Bah oui. C'est une manière d'agir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une manière de s'intéresser, de poser les questions. Ça se voit, ça transpire. Et quand tu vois, pareil, au même titre, hein, tu sais très rapidement si une personne est faite pour entreprendre. Tu vois? Donc, non, je pense qu'il faut vraiment être dans une très, très grosse exécution, ne pas se poser de questions, ne pas réfléchir. Faut pas réfléchir. Dès que tu réfléchis, c'est mort. Parce qu'on est sur quelque chose d'hyper organique. C'est quelque chose de très animal, sortir un projet de terre. Tu vois, tu commences à dire, alors là, oui, je ne sais pas si le message sur le marketing va être perçu sur la bonne verticale, sur le... Qu'est-ce que tu t'en fous? Oui, ça c'est... J'ai envie de dire, ça c'est du détail pour toi. Mais oui, c'est des problèmes de riches. Mais oui, non, mais c'est ça. C'est des trucs où les gens, ils ont que ça à faire de passer du temps en réunion à savoir s'ils mettent un point rouge ou un point vert. Nous, on s'en fout. Nous, notre métier, c'est très simple. C'est traction, prédiction, exécution. Voilà, c'est le triptyque de tout entrepreneur. Traction, prédiction, exécution. Si tu excelles là-dedans, tu seras un bon entrepreneur. Tu seras un bon entrepreneur. Bah, écoute, je crois que c'est le mot de la fin. Est-ce que tu as passé un bon moment? Super, vraiment, Bah, merci écoute, beaucoup. Merci d'avoir été le premier invité, ça a été un plaisir. D'une longue Nicolas. série. D'une très longue série. Retrouvez-nous très vite pour le prochain. Bah, merci beaucoup, Alexandra. Merci.